amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en champ électrostatique. Dans cette vidéo, nous allons faire comme secret toutes les interrogations, tous les devoirs, tous les examens concernant un exercice typiquement champ électrostatique. Vous allez rencontrer beaucoup ce schéma-là lors d'un devoir, lors d'un examen. Mon frère et ma soeur, c'est un secret. Mais bien avant de commencer, il faut juger bien le signe de la charge. Alors, vous remarquez que l'ion pris en compte serait le magnésium. Alors, il s'agit de Mg2+. Donc, la charge, faites attention à la charge là. Je vous demande pardon. Alors, nous allons commencer la lecture de cet exercice. Dans tout le problème, on supposera que le mouvement des ions a lieu dans le vide et que le poids est négligeable. 1. Des ions magnésium Mg2+, sortant dans une chambre d'ionisation pénètrent avec une vitesse négligeable par un trou O1 dans l'espace compris entre deux plaques verticales, P1 et P2. Lorsqu'on applique entre ces deux plaques verticales une tension U0, les ions atteignent le trou O2 avec la vitesse V0. 1. Laquelle des plaques P1 ou P2 porte le potentiel électrique le plus élevé? Justifiez votre réponse en représentant le champ électrique qui règne entre les deux plaques P1 et P2. Alors, il y avait plusieurs questions à l'intérieur de cet exercice. J'ai commencé seulement par cette question. Bien avant de commencer, qu'est-ce que l'on dit? Que le poids est négligeable. Chers amis, le poids est négligeable dans cet exercice-là. Faites attention, le poids est négligeable. L'ion choisi est l'ion magnésium. Et regardez la charge pour juger si Q est supérieur ou Q est inférieur. Mg2+ signifie que l'on voit 2+. Ça signifie que Q est supérieur à 0 et sa valeur est égale à plus 2E. Faites attention. Nous allons commencer cet exercice. Nous avons deux plaques P1 et P2 en titre en point O1 sans vitesse initiale et on arrive en O2. C'est la vitesse en O2 l'on va vous demander de calculer après. Chers amis, avec la lecture de cet exercice, nous pouvons donc débuter. La première question nous dit laquelle des plaques P1 ou P2 porte le potentiel électrique le plus élevé? Justifiez votre réponse en représentant le champ électrique qui règne entre ces deux plaques. Avant de commencer un exercice d'électricité, chers amis, il faut faire l'étude dynamique. Après l'étude dynamique, il faut faire la représentation schématique. Et après la représentation schématique, vous pouvez donc répondre à la question posée. Donc, chers amis, suivez bien comment je vais procéder. Système. Il s'agit des ions magnésium. Les ions magnésium. Ça veut dire Me2+. Référentiel. Terrestre. Supposé. Galiléen. Bilan de force. Alors, quelles sont ces forces-là? Il s'agit donc de la force électrique. Une fois que c'est fait, automatiquement, nous allons réaliser ce schéma-là tout en faisant. Nous allons avoir nous allons placer P1, P2 comme le schéma a voulu, O1, O2 comme le schéma a voulu. Et placer le sens de FE. La force électrique est une force qui suit toujours le mouvement. Le mouvement s'effectue de O1 vers O2. La force électrique est déjà dirigée dans le sens que je vais représenter. La force électrique est représentée. Étant donné que l'ion choisi est l'ion magnésium, la charge est supérieure à 0,
Ça veut dire que E et FE seront dirigés dans le même sens. Dans ce cas-là, E va rejoindre le sens de FE. Lorsque nous voyons la flèche de E, ça signifie que là est le signe moins et là le signe plus. Car on sait que E décroît les potentiels. E décroît les potentiels. Alors, chers amis, nous allons commencer à donner l'information de la plaque la plus élevée. Le mouvement s'effectue de la plaque P1 vers la plaque P2. Q supérieur à 0 et décroît les potentiels. E et FE sont de même sens. Par conséquent, U, P1, P2 est bel et bien supérieur à 0. Ce qui traduit VP1 supérieur à VP2. La conclusion, P1, étant donné que P1 sur le schéma est positif, alors P1 est la plaque chargée positivement. D'où la charge qui porte le potentiel le plus élevé. Qui est la plus élevée. Alors, la plaque P1 est la plus élevée. Automatiquement, la plaque P2 est la moins élevée. Chers amis, en fonction de toutes les informations que vous avez mises sur le schéma, vous voyez clairement que P1 est chargé positivement, ce qui signifie que c'est la plaque la plus élevée. Et P2 négativement, la plaque la moins élevée. Alors, la question de cet exercice était de représenter E sur le schéma, ainsi que de choisir la plaque la plus élevée. Chers amis, vous avez désormais la plaque la plus élevée. Nous allons passer à la prochaine question. 1-2. Déterminons l'expression de V0 en fonction de la charge Q, de la masse M et d'ion de la tension. Alors, chers amis, nous allons déterminer la vitesse tout en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique est appliqué pour déterminer une vitesse en champ E. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème s'applique entre deux points, entre O1 et O2. Alors, ce théorème nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre O1 vers O2 est égale à somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide entre O1 et O2. L'on aura donc énergie cinétique finale, qui est O2, moins énergie cinétique initiale, qui est égale à travail de FE. Alors, il faut retenir que il y a des expressions à ne pas confondre. À ne pas confondre. Ça, c'est pour vous aider. N'écrivez pas ça sur la feuille d'examen. À ne pas confondre.
travail de FE est égal à Q multiplié par U. Quant à FE est égal à Q multiplié par U. On applique FE dans le théorème du centre d'inertie. On applique le travail de FE dans le théorème de l'énergie cinétique. Travail de FE dans le théorème de l'énergie cinétique et FE dans le théorème du centre d'inertie. Ce n'est pas la même propriété. Nous sommes en train d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Pour cela, on ne doit pas utiliser FE, mais plutôt travail de FE. Chers amis, nous allons poursuivre. On a énergie cinétique en O2 moins énergie cinétique en O1 égale à travail de FE. C'est ce qu'on appelle bien dit. Alors, énergie cinétique en O2 est la vitesse même qu'on demande de calculer. On aura énergie cinétique en 2 qui est égale à Q multiplié par la tension. Sachez bien que le sujet dit qu'on part au point O1 sans vitesse initiale. Ceci signifie que ECO1 est égal à 1 demi de M V0 1 au carré. Étant donné qu'on part au point O1 sans vitesse initiale, sa valeur serait donc égale à 0 mètres par seconde. Nous allons poursuivre tout en remplaçant cette écriture par 1 demi de M V0 au carré, qui est égal à QU. Alors, étant donné que dans nos sujets, il s'agit de l'ion magnésium, automatiquement Q est positif. D'où l'on peut enlever la valeur absolue pour parler seulement de Q. L'on obtient par la suite 1 demi de M V0 au carré, qui est égal à Q multiplié par U. Alors M va passer au dénominateur et 2 va multiplier là. On obtient donc V0 au carré, qui est égal à 2QU le tout sur M. Tirez donc moi la valeur de V02 est égale à racine de 2QU sur M. Une fois que c'est fait, vous dites que la vitesse demandée est appelée V0. Alors, pour V0, on aura donc V0 et vous remplacez, vous obtenez 2QU sur M. Alors, chers amis, l'on vient de déterminer la vitesse de V en fonction de Q, de U et de la masse. Faites attention, je vous demande pardon comme j'ai procédé. Vous n'avez pas besoin de donner cette information. Je parle de cette information qui a voulu que je ne mette pas de valeur absolue, car le corps est déjà positif. La valeur absolue va servir à rien. Alors, nous allons répondre à la question suivante. La question suivante nous demande en 1-3 de calculer V0. Alors, on calcule le V0 pour les ions 24, 12, Mg2+. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on doit savoir? Qu'est-ce que l'on doit savoir? Dans l'énoncé est mentionné masse de 24, 12 Mg2+, qui est égal à 24 fois petit u. Petit u est appelé unité atomique. Alors, pour calculer la masse du sujet, il faut prendre 24 et multiplier par la valeur de petit u. Dans l'énoncé, petit u est égal à 1,67 10 puissance moins 27 kg. Alors, pour trouver la masse, il faut faire 24 multiplié par cette écriture-là. Alors, chers amis, nous allons faire le calcul. V0 serait donc égal à la racine de 2QU sur la masse. Alors, il s'agit donc de la masse du composé 24, 12 Mg2+, que vous devez donc calculer. Vous allez remplacer chaque écriture par sa valeur. En application numérique, vous verrez que on a 2 fois et remplacer Q par son expression. Étant donné que la charge de Mg est 2+, alors Q est égal à plus 2E. Chers amis, vous remplacez maintenant la charge par plus 2E.
l'on obtient 2 fois et le Q va être remplacé par plus 2E multiplié par la tension sur la masse. Et la masse se calcule en utilisant 24 fois petit u. Une fois que c'est fait, le calcul va plus vous fatiguer. Vous V0 racine de 2 fois 2 et vous remplacez le petit e par sa valeur 1,6 10 puissance moins 19. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de multiplier par la tension. Et la tension dans le l'énoncé est appelée U0. Vous allez remplacer par 4, 10 puissance moins 10 puissance 3 sur 24 fois 1,67 10 puissance moins 27. Faites attention, prenez votre temps pour faire le calcul. Dites que U est désormais U0 dans votre sujet. Voici pourquoi vous allez remplacer U par U0, l'expression de U0. Vous allez effectuer donc le calcul. À la fin de votre calcul, vous mettez mètres par seconde. Alors, chers amis, vous devez bien calculer. La calculatrice doit être en degrés. Vous utilisez une calculatrice scientifique. 2 fois 1,6 10 puissance moins 19 fois 4 10 puissance 3 divisé par 24 multiplié par 1,67 10 puissance moins 27. Et chers amis, vous trouvez en mode notation scientifique, vous trouvez 2,53 10 puissance 5. Alors, chers amis, la vraie version était 2,52 et après le 2 venait un 7. J'ai arrondi car le nombre n'est pas sorti. Automatiquement, l'on vient de calculer la valeur de V0 qui était demandée à la question 1.3. Nous allons poursuivre tout en rentrant dans un exercice qui serait très intéressant dans la deuxième partie qui est horizontale, car on a fini de franchir la partie verticale. Alors, chers amis, nous allons poursuivre, mais tout en écoutant bien la lecture. 2. À la sortie de O2, ça veut dire lorsqu'on sort du O2, les ions ayant acquis la vitesse V0 horizontale pénètrent entre les armatures P et Q. P et Q. Les ions pénètrent entre P et Q d'un condensateur. On applique entre ces armatures une différence de potentiel positif. Chers amis, on dit on applique une différence de potentiel positif UPQ. Si UPQ est supérieur à 0, cette information-là seulement va nous permettre de savoir quelle est la plaque positive et quelle est la plaque négative dans ce cas. Car ils ont dit que le potentiel, la différence de potentiel est comment? Positive. Que l'on notera U. Dans ce cas-là, vous devez appeler UPQ directement U. Créant entre elles un champ électrique uniforme. Et la question, déterminer les caractéristiques de la force électrique à laquelle chaque ion est soumis. On exprimera son intensité en fonction de Q, U et de la distance D. Chers amis, nous sommes quittés dans un mouvement où les plaques étaient verticales. On voit un peu bien? Nous sommes maintenant arrivés dans un mouvement où les plaques sont horizontales. Donc, chers amis, nous devons faire l'étude dynamique. Système. Référentiel. Car il ne s'agit pas du même schéma. Bilan des forces. Une fois que c'est fait, le système, les ions magnésium. Mg2+. Référentiel, je vais choisir laboratoire. Je peux choisir toujours terrestre. Laboratoire
supposé galiléenne. Bilan des forces. Non A, la force électrique. Alors la force électrique est appelée force électrostatique. Une fois que c'est fait, comment déterminer les caractéristiques de la force électrostatique? Donc, nous allons parler de les caractéristiques de la force électrostatique. Alors, chers amis, nous allons déterminer les caractéristiques de la force électrostatique. Qui parle de caractéristiques parle de direction. Et après la direction, le sens et pour finir, intensité aux valeurs. Alors, la direction FE, qui est appelée force électrique, est perpendiculaire aux plaques P et Q. FE est perpendiculaire aux plaques P et Q. Sens, celui du mouvement. Intensité, FE égale avec vecteur QE. Du coup, nous savons très bien que E égale à U sur D. Alors, chers amis, pour continuer, nous allons dire que FE sans vecteur est égal à Q et nous allons remplacer E par U sur D. U sur D. Voici l'expression de FE en fonction de Q, de U et de D que le professeur a signifié. Il faut exprimer les caractéristiques de FE en fonction de Q, de U et de D. Pourquoi je mets la valeur absolue, chers amis? Je mets la valeur absolue pour ne pas que vous ayez à confondre un corps négatif comme un corps positif. Donc, je mets la valeur absolue pour plus de proportions. Sinon, la valeur absolue ici n'est pas utile. Pourquoi? Car le corps est positif. La valeur absolue ne va pas servir à quelque chose. Alors, chers amis, nous venons de trouver l'expression de FE, c'est-à-dire que FE est égal à Q multiplié par U sur 2. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir l'élément situé là, à cause du tableau. Chers amis, nous allons passer à la prochaine question. 2.2. Déterminons la nature de la trajectoire d'ion à l'intérieur de ce condensateur lorsque U garde une valeur constante. Chers amis, il y a un piège dans cet exercice. Et pourquoi? On ne détermine pas la nature si facilement. Pour déterminer la nature dans cet exercice, il faut, dans un premier temps, faire les équations horaires. Après les équations horaires, il faut donner l'équation cartésienne. Et c'est à partir de l'équation cartésienne que l'on peut en déduire la nature. Donc, il y a un piège à l'intérieur de cet exercice. On nous demande de déterminer la nature de la trajectoire, et ce qui n'est pas vrai. Il y a deux questions masquées dans cette question-là, qu'il s'agit de l'équation horaire, l'équation cartésienne, et après l'équation cartésienne, on peut donner la nature. Donc, chers amis, faites attention à cette question-là. Mais bien avant de commencer, il faut savoir où le champ E serait dirigé. Bien avant de commencer, le professeur a dit que U, P, Q était positive. Une fois que cette information est traduite, ça signifie que on a UP, Q, qui nous donne VP moins VQ. Si UPQ est supérieur à 0, c'est que VP moins VQ sera aussi supérieur à 0. D'où VP est supérieur à VQ. Ce qui sous-entend que P est la plaque chargée positivement et Q est la plaque chargée négativement. Cette information permet de donner sur P
le signe plus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez dire encore. 1, 2. S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là est plus, car P est positif et Q est négatif. Une fois que c'est fait, on a dit que E décroît les potentiels. E décroît les potentiels. Ça veut dire que E est dirigé de la borne positive vers la borne négative. Donc, lorsque vous voyez moins là, ça sous-entend que la flèche de E est dirigée vers le bas. Car E décroît les potentiels. Une fois que c'est fait, vous allez vous interroger sur Mg. Et il s'agit de Mg+. La charge permet de dire que Q est supérieur à 0. Et lorsque Q est supérieur à 0, E et Fe sont de même sens. Si E et Fe sont de même sens, par conséquent, nous allons dire que Fe aussi est dirigé dans ce cas-là. Alors, étant donné que c'est Fe qui montre le sens du point de sortie, automatiquement, le point de sortie va être dirigé vers le bas. Dans notre cas, nous allons rencontrer notre point de sortie dans ce cas. Donc, faites attention. Voici le point de sortie. Ça serait dirigé vers le bas à cause de la présence de Fe. Nous allons encore nous intéresser à notre sujet. La question du sujet nous demande de donner la nature de la trajectoire. Pour ce faire, il faut appliquer d'abord le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Dans ce cas-là, ce théorème nous dit somme vectorielle des forces serait donc égale à MAG. Et ces forces-là, il s'agit de la force électrostatique qui est égale à MAG. Ici, vous allez remplacer par Q, E, qui doit être égal à MAG. Du coup, vous allez tirer A, qui serait donc égal à Q, E sur M. Alors, chers amis, comme Q est supérieur à 0, ça veut dire que la valeur serait donc égale à Q, E sur M. Car l'ion magnésium a pour charge Q supérieure à 0. Une fois que c'est fait, vous allez faire l'équation horaire. Pour faire l'équation horaire, vous devez dire AT égale à 0 secondes. Il s'agit donc de la condition initiale. Alors, vous venez sur votre schéma et vous montrez le sens de la vitesse. Comme une vitesse est toujours tangente, alors vous montrez le sens de la vitesse. Chers amis, vous placez la vitesse et vous l'appelez V0. Vous dites que V0 serait donc égal à V0 sur X et V0 sur Y. Comment est la vitesse sur l'axe des X? Les deux vont dans le même sens. Donc la vitesse sur l'axe des X est égale à V0. Comment est la vitesse sur l'axe des Y? À un moment, est-ce que vous voyez la vitesse sur l'axe des Z? Il s'agit de Z même, dans notre répète. S'il vous plaît, il s'agit de Z. Ok, comment est la vitesse sur l'axe des Z? La vitesse va dans l'axe des X, qui ne va pas sur l'axe des Z. Alors, vous avez dans le cas 0. Vous avez après OG et vous mettez 0. On aura X0, Z0. Faites attention car il s'agit de Z dans notre cas là et non Y.
et vous mettez à chaque fois 0 et 0. Vous allez faire AT différent de 0. AT différent de 0 est appelé condition quelconque. Alors, ici serait donc V de T qui est égal à AT plus V0 qui est retenu. Et ce côté-là serait OG qui serait donc égal à 1 demi de AT carré plus V0T plus OG0 que je vais prendre pour déterminer AT différent de 0. Tout en commençant par l'accélération. Qui parle de A, parle de E. Je regarde E sur le schéma. E va vers le bas et c'est perpendiculaire à l'axe des X. E est perpendiculaire à l'axe des X. Donc A, X serait donc égal à 0. A, Z. Comment est A par rapport à l'axe des Z? Nous regardons bien. Z va en haut et E va en bas. Les deux n'ont pas le même sens. Alors, une fois que E et Z n'ont pas le même sens, vous prenez automatiquement l'écriture qui est là et vous mettez un signe moins. Il s'agit donc de Q, E sur N. De grâce, on ne met jamais de valeur absolue dans l'équation horaire. On ne met jamais de valeur absolue dans l'équation horaire. On ne met jamais de vecteur dans l'équation horaire. Voici où il y a les vecteurs. On ne met jamais de vecteur, on ne met jamais de valeur absolue. Après cette information, vient automatiquement la vitesse. La vitesse sur les X et la vitesse sur les Z. On utilisera donc la formule. Comment est A sur l'axe des X? 0. 0 fois T fait 0. Comment est V0 sur l'axe des X? V0. Comment est A sur l'axe des Y? Moins Q, E sur M. Et près de ça, il faut mettre le T. Comment est V0 sur l'axe des Z? 0. Donc c'est fini. Après, ça implique la position. X et Z. Chers amis, il s'agit de Z car on a O, I, K. Comment est A sur l'axe des X? 0. Alors, on obtient 1 demi fois 0, 0 fois T qui fait 0. Comment est V0 sur l'axe des X? Égal à V0. Et vous allez mettre T. Vous numérotez 1. Vous savez pourquoi? Comment est A sur l'axe des Z? Vous obtenez moins, en même temps multiplié, moins 1 demi de Q, E sur M et T carré. Comment est V0 sur l'axe des Z? 0. Comment est OG sur l'axe des Z? 0. Alors, on va numéroter 2. Et après cette équation-là, nous allons dire dans 1, on tire T, dans 2, remplaçons T par sa valeur. Chers amis, vous suivez attentivement l'équation cartésienne. Voilà. Alors, d'après les équations horaires traduites, on a remarqué que OG avait pour coordonnées X et Z. X égale à V0T, qu'on appelait 1, et Z égale à moins 1 demi de QE sur MT carré. On a remarqué que E et Z n'allaient pas dans le même sens. Dans ce cas-là, on a trouvé moins QE sur M multiplié par 1 demi. Alors, chers amis, nous allons passer à l'équation cartésienne. Équation cartésienne de la trajectoire. Alors, chers amis, l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est très simple. Pour commencer à résoudre cette étape, l'étape numérotée 1 et 2, l'étape numérotée 1 doit tirer T et l'étape numérotée 2 doit remplacer ce T-là par sa valeur. Donc, dans 1, on tire T. On a X égale à V0, T. Alors, vous tirez simplement T. T serait donc égal à X sur V0. Alors, partout où vous voyez T, vous remplacez par X sur V0. Dans 2, on remplace T par sa valeur. Et la valeur de T est X sur V0. On obtient dans ce cas-là Z est égal. Partout où vous voyez Z,
vous mettez l'écriture de Z, moins 1 demi de QE sur M, et partout vous voyez T, vous enlevez pour mettre au profit de X sur V0. Et n'oubliez pas de mettre le carré. Vous obtenez par la suite moins 1 multiplié par QE me donne moins QE, et 2 multiplié par M me donne 2M, et X serait donc élevé au carré. Quant à V0 aussi serait donc élevé au carré. Z serait donc égal à moins QE sur 2M V0 au carré. Et là, vous mettez X. Alors, chers amis, n'oubliez pas de mettre le carré sur le X. Alors, une fois que c'est fait, vous regardez si l'équation obéit à une parabole ou une droite. Alors, nature. C'est une parabole de concavité dirigée vers le bas. La concavité est dirigée vers le bas car l'écriture située là est négative. Vous voyez le moins permet d'indiquer que la concavité est dirigée vers le bas. Mais s'il y a plus ici, la concavité est dirigée vers le haut. Alors, chers amis, nous venons de donner la parabole. On parle de parabole lorsque l'équation se présente sous la forme de A, X au carré, plus B, X plus C. Ça, c'est l'équation d'une parabole. Ça, c'est un secret. Alors, on parle de droite lorsque l'équation obéit à AX plus B. Ça, c'est l'équation d'une droite. Alors, si vous avez X au carré, directement, c'est une parabole. Alors, chers amis, nous allons continuer notre sujet par la dernière question du sujet. On dispose d'un écran vertical à la distance grand D du centre des plaques de longueur L. Déterminons en fonction de Q, M, U, V, L, D, grand D et petit d, l'expression de la distance Z qui est égale à O', M. Chers amis, O' se situe là. Alors, lors de la déviation, on aura un nouveau point que le professeur dit d'appeler M. Alors, la direction M de O' à M est appelée désormais Z. Chers amis, pour retrouver toutes les expressions données, il faut utiliser la déviation angulaire ainsi que la déflexion électrique. La déviation angulaire va considérer le petit triangle que je vais mettre en bleu. Voici donc le petit triangle. C'est la déviation angulaire. Quant à la déflexion électrique, va considérer le grand triangle que je mets en vert. Donc, on a le petit triangle fait en bleu et le grand triangle fait en vert. Alors, chers amis, il faut automatiquement déterminer la déviation angulaire. Donc, déterminons la déviation angulaire. Déterminons la déviation angulaire. Alors, la déviation angulaire se détermine à l'aide de tangente. La déviation angulaire se note tangente alpha. Et tangente est égale à sinus alpha sur cosinus alpha. Une fois que c'est fait, vous obtenez tangente alpha. Sinus alpha, c'est le côté opposé. Regardez le petit triangle fait en bleu. Le côté opposé est Z du point S. Donc, on appelle ça Z de S. Il s'agit donc de ce côté-là. Regardez bien ce côté Z de S. Et regardez le côté que je suis en train de toucher, qui est en bleu. Ce côté-là serait donc la moitié de ce L. Donc, reprenons. Sinus est égal à côté opposé sur le côté adjacent. Alors, donc, tangente alpha est égal au côté opposé, Z, S, sur
côté là. Et regardez bien, la main, je descends verticalement vers le bas. On remarque que c'est la moitié de ce L. Sur L, sur 2. Mais bien avant ça, si vous voulez remplacer par autre expression, vous pouvez marquer un point là et appeler n'importe quel point que vous voulez. Si là est S, c'est que là vous pouvez l'appeler S'. Et si là vous n'avez rien mis, vous pouvez l'appeler un point N. Alors, vous allez dire dans ce cas-là que le côté opposé, c'est le côté que vous appelez S', S', et le côté adjacent, c'est le côté que vous appelez N', S', cher ami. Alors, S', renvoie à Z de L, et N', représente la moitié de ce L situé dans notre sujet. Le L, c'est de là à là, et la moitié de ce L. Dans ce cas-là, vous obtenez tangente alpha égale à l'écriture de 2 qui monte, qui multiplie ZS sur L. Alors, vous avez besoin de l'expression de ZS. Alors, cherchons les coordonnées du point de sortie. Nous allons chercher les coordonnées du point de sortie. Alors, quelles sont les coordonnées du point de sortie? S. Ces coordonnées sont S qui est égal à L. Et maintenant, ZS, vous prenez votre équation cartésienne que l'on a trouvée, moins QE sur 2 NV0 au carré. Et vous remplacez le X là par L au carré. Désormais, voici la réponse de ZS. Vous allez remplacer partout, vous voyez ZS par son équivalent. Vous obtenez tangente alpha égale à 2 facteurs de moins Q E sur 2 L V0 carré, L au carré, le tout sur L. Le 2 va simplifier 2 ici. On aura tangente alpha qui est égale à moins Q E L au carré sur M V0 au carré, le tout sur L. Vous allez rendre plus simplement tout en écrivant moins Q E L au carré sur M V0 au carré L. Vous allez donc simplifier le L. Vous obtenez tangente alpha est égale à moins Q E L sur M V0 au carré. Une fois que c'est fait, il y a la présence de Q dans le sujet. Alors, vous allez désormais chercher la déflexion électrique. Déterminons la déflexion électrique. Alors, la déflexion électrique, c'est de considérer le grand triangle fait en V. Alors, dans ce cas-là, on a tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Alors, sinus, c'est le côté opposé. Voici le côté opposé à notre angle qui va se trouver en vert. Donc, il y a deux angles. Il y a angle en vert et il y a l'angle en bleu. Alors, dans ce cas-là, sinus alpha est le côté opposé. Le côté opposé, il s'agit donc de O' L sur le côté adjacent de O' à L. O' à L. Or, regardez bien le sujet. Que représente O' L? C'est ce côté-là même que le procédé faut appeler Z. Dans ce cas-là, on a tangente alpha est égal à Z que l'on demande d'utiliser sur O' M. Or, regardez bien O' M. Descendez vers le bas, on obtient grand D. Dans ce cas-là, vous obtenez une première logique. Vous appelez la première équation numéro 1, quant à la deuxième numéro 2. Et vous faites le rapport entre le numéro 1 qui est égal au numéro 2, car les deux sont appelés tangente-tangente. Ce qui sous-entend que tangente trouvée dans l'étape numéro 1 est égale à tangente trouvée dans l'étape numéro 2. Alors, pour cette logique, tangente numéro 1 est appelée moins QE
E, L sur MV0 au carré. Quand la tendance numéro 2 est appelée Z sur D. Alors, chers amis, on dit toujours Z, pardon. C'est Z qui est appelé déflexion électrique. Alors, comment déterminer la déflexion électrique? Vous allez avoir Z qui reste à sa place et D multiplie cette écriture-là. L'on obtient par la suite moins D, Q, E, L sur M, V0 au carré. Chers amis, si à l'intérieur de l'écriture se trouvait U dedans, vous allez remplacer par U. Mais regardez bien, chers amis, est-ce qu'il y a l'information sur E? Il n'y a pas de E à l'intérieur. Mais dans notre écriture, il y a E. Il y a une formule qui lie E à U sur D. Alors, vous allez venir à la ligne 8. On sait que E égale à U sur D. Vous allez remplacer par tout. Vous voyez E par U sur D. Vous obtenez par la suite la nouvelle version que l'on rencontre. Vous allez suivre la partie. 3. Z égale à moins D, Q, E, L sur M, V0 au carré et que E est égal à U sur D, nous allons dire que Z serait donc égal à moins D, Q et remplacer E par U sur D. Dans ce cas, vous mettez L sur M, V0 au carré. Alors, Z serait donc égal à moins D, Q, U, L sur M et le D descend, V0 au carré. Alors, chers amis, nous venons de trouver la déflexion électrique. Z est appelée déflexion électrique. Une fois que la déflexion électrique est trouvée, vous ne fournissez plus d'efforts. Vous répondez simplement à la dernière question posée. Cette question demande de calculer la durée en 2 cases. Calculons la durée de la traversée du condensateur dans le cas où L est égal à 10 cm. Alors, chers amis, le premier piège qui se trouve à l'intérieur de notre sujet, c'est qu'elle doit s'exprimer en mètres et non en centimètres. Alors, chers amis, suivez bien, centimètres, décimètres, mètres. Donc, 10 cm fait 0,1. Donc, L égale à 0,1 mètres. Une fois que c'est trouvé, nous allons utiliser dans l'équation cartésienne, l'équation lorsque on était en train de dire que X était égal à V0T, l'équation qui naît dans l'équation horaire, vous tirez simplement le T. Mais comme vous connaissez les conditions de sortie, vous posez que X désormais s'appelle L. X va s'appeler L et vous prenez l'équation que vous connaissez qui naît de l'équation horaire. Donc X va s'appeler L. Vous obtenez dans la suite L égale à V0 multiplié par T. Alors dans ce cas-là, vous tirez T. T serait égal à L sur V0. Connaissant déjà la vitesse et L que l'on vient de donner, nous allons utiliser notre application numérique qui nous donne T égale à la valeur de L qui est 0,1 et V. Vous vous rappelez de la vitesse pour V était 2,53 10 puissance 5. Voilà. Alors, vous allez effectuer le calcul tout en mettant secondes lorsque vous allez trouver la valeur. Donc, chers amis, nous allons donc effectuer le calcul. On a donc 0,1 divisé par 2,53 10 puissance 5. L'on obtient, dans ce cas,